comme vous avez pu le constater, nous sommes déjà en plein dans le deuxième sujet pour parler de cette grande mobilisation, pour exiger le départ définitif de la France du Mali. On va revenir un peu sur la manifestation qui a eu lieu vendredi dernier. Les Maliens étaient nombreux dans les rues du pays. Ils se sont regroupés à la place de l'indépendance pour réclamer le départ de la France, le soutien à l'armée, aux forces armées maliennes, pour réclamer également la levée des sanctions infligées au Mali par la CEDEAO et le départ des agents de la MINUSMA. Avec le concours de la réalisation, on va prendre cet élément qui va nous faire un peu revivre la grande mobilisation de vendredi dernier. On reviendra sur le plateau par la suite pour en parler avec vous. Bon, prie. Allez, 30 secondes que la tégara pour Amram. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Merci beaucoup, merci. Merci. Ayah spesial for Arno Togola. Vous voulez qu'on me le fasse aussi ensemble avec nous. Ayah tengah berpagina kau. Ayah tengah berpagina kau. Boleh. DJ. Le peuple du Mali, est-ce que ça va? Et le peuple révolutionnaire du Mali. DJ, Amma Finina, Ipana, concert musical, musique révolutionnaire de Békin, le peuple résistant du Mali réclame cela. Et Ahmed sera sous la planète. Sera sous nous sera. Tout
Chelidi, voilà ça, Malika Koebi, Félix Bruma. Mokachama mega erengi riwabi. Ko muna anye ete, opération et tous fama. Akine mbora, bohoro la. Moe. Temen papa, Mayenge Bala Jele restaurant à Polonana. Parce que maintenant, Anthony Jeffrey Kremina, on est en assurance. On est pire, attention, on est pire, on est pire. Et notamment, les autres à la Ouchiaoua. Pour souder le Mali. Retour dans sur le plateau avec les mêmes invités pour continuer le débat de ce soir. Eh bien, le président Bandakani, Martin Bazing, tout à l'heure, faisait état au sortir de son propos de ce que il serait temps que l'Union africaine soutienne un peu les États qui sont engagés dans les luttes telles que la lutte du Mali actuellement. Est-ce que quand on connaît le mécanisme de financement de toutes ces institutions-là, le temps n'est pas plutôt venu pour les États africains en quelque sorte de prendre leur distance? Parce qu'il faut voir les sanctions infligées au Mali par la CEDEAO sont des sanctions illégales et récemment encore la CEDEAO a signé un partenariat ou un semblant de partenariat pour certaines personnes avec l'OTAN. Est-ce que le temps n'est pas donc venu pour les pays africains de prendre véritablement les distances avec ces institutions, étant donné déjà que certains Maliens appellent véritablement les autorités de Bamako à sortir de la CEDEAO par exemple? Permettez-moi de revenir tout à l'heure. Je ferai le parallèle. On va répondre à votre question. Concernant tout à l'heure ce que Ombazine disait, M. Yango, quand vous regardez par exemple M. Le Drian est convoqué et la réaction que nous avons vue, faisons le parallèle avec l'affaire des biens dits mal acquis. Les biens entre guillemets mal acquis. Un vice-président d'un pays, vous voyez ce qu'il a subi? Les biens sont confisqués jusqu'à aujourd'hui. L'adjoint du président Bengama Faye a été saisi en France. Mais quand ce sont eux, ils disent c'est de la provocation. Alors, M. Bourdon, qui s'est bourdonné, il a si bien bourdonné sur les biens dits mal acquis, quand il s'agit de la Guinée équatoriale. Il est où quand il s'agit de M. Le Drian? Ça, c'est pourquoi on comprenne. C'est même pire que le racisme. Comme ces gens sont pauvres et qui n'ont rien, et qu'ils ont fait même bas sur nos richesses, il est vital pour eux que nous acceptions notre statut de moins qu'esclaves. Et nous ôter tous les moyens nécessaires qui vont dans le sens de la prise de conscience qu'on n'est pas esclave, mais plus grave, qu'on peut casser le rapport de force qu'ils ont établi entre eux. C'est ça qui est l'enjeu de cette affaire qui s'est passée mal. Maintenant, pour revenir à votre question, il faut qu'on soit sérieux. L'Union africaine n'est pas une organisation africaine. L'Union africaine n'est pas l'organisation africaine. C'est un appendice institutionnel de l'Union européenne qui paye leur salaire. Et à partir de ce moment, il faut dissoudre cette affaire. En tout cas, il faut considérer que ça n'existe pas. Et nous, on est tranquille. Nous, ce qui n'existe pas. Nous savons que M. Fakir, le Fakir, n'existe pas. Il ne travaille pas pour nous. Le peuple a compris ça. Qui s'occupe de l'Union africaine? Vous avez vu un Africain sérieux parler de l'Union africaine? Personne ne s'occupe d'eux. Alors, ça sert de marchepied diplomatique pour tout État. On veut jongler un peu. Tout le monde s'en sert. Bon. Personne de sérieux ne peut croire que l'avenir de l'Afrique
l'Union africaine a un rôle à jouer en tant qu'institution. On va dissoudre ce machin là au moment venu. On va déchirer tous les papiers là. On va fermer le siège là, qui n'ont pas pu construire, c'était construit par les Chinois. C'est une honte. Ils ont le courage d'entrer là-bas. Le siège de l'Union africaine, c'est construit par les Chinois. Après on dit que c'est bourré de micros. Et qu'est-ce que vous croyez? Ça doit être bourré de quoi? De chocolat? Après on dit que c'est bourré de micros. C'est quand même une honte. C'est quand même un continent comme ça. L'Union africaine, ils construisent, les Chinois vous font un don. Dans le siège, donc du siège de l'organisation de l'Union africaine. Ce n'est pas l'Union africaine, ça appartient aux Occidentaux et appartient aux Chinois. Donc vraiment, ce n'est pas notre affaire. Les peuples l'ont compris. Aucun Africain ne sait que l'Union africaine existe. Personne. Ils travaillent pour l'Union européenne, ils prennent leur salaire, sont payés en euros, convertissent en francs CFA. Ils jouent la grande vie, ils voyagent, ils mettent des grosses vestes, ils mettent d'envoyer leurs enfants dans les universités européennes et tout, et ils travaillent contre le continent. Donc quand ça va être bien solide, on va dissoudre ça. C'est plus simple. On va raser le siège et là on va construire un siège par notre argent. Et ça sera notre siège. On va entrer dedans, la tête haute. Quand des élites n'ont aucune dignité jusqu'à ce niveau-là, ça ne vaut pas la peine de parler d'elle. Ça ne vaut pas la peine. Et Fakir, Moussa Fakir. Je suis parlementaire panafricain. Je suis député au Parlement africain. Des choses comme ça. Il se vantait. Et je suis membre de la commission de recherche stratégique de l'Union africaine. Je suis le chef de la cellule des réformes. Je suis des fanfaronnades comme ça. Ils se vendent, ils prennent des grands airs. Et ils croient qu'ils sont intelligents. Ils sont même sérieux. Ils font rire le monde entier. Partout on rit. On rit. Les peuples l'ont compris et c'est tant mieux. D'ailleurs, vous avez vu, voilà. Quand la France parle de l'Union africaine, regardez quand les Occidentaux parlent de l'Union africaine. Observez-les bien. Quand ils parlent de l'Union africaine, ils sont très heureux. Hein? Ils savent que c'est pour eux. Ils savent que c'est pour eux que c'est leur affaire. Hein? On va voir l'Union africaine, après on va voir la Syrie. Ils sont très à l'aise, ils savent que c'est leur affaire. D'ailleurs, quand il y a l'Union africaine, il manque un peu, les Blancs seront plus nombreux dans la salle que les Africains. Vous n'avez pas observé ça? Il manque de si peu, hein? Les Blancs seront plus nombreux que les Africains. Non, ce machin-là, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Les panafricanistes savent que quand ça va être mieux, comme j'ai dit, on va raser le siège là, qui a dit ça va pas. On va raser la bêtise, on va construire notre argent, on va faire du vrai panafricanisme. Donc, les peuples ont compris. Ce qui se passe, c'est un mouvement puissant. On a cru au départ, comme je disais tout à l'heure, oh, les aboyeurs, il va y avoir tout. Ça va bientôt faire 12 ans, hein? Et ça fait que monter. Ça fait que monter, on ne tire pas un coup de fusil, hein? On ne tire pas un coup de fusil, oh. On n'avait pas attaqué l'ambassade française. Ça fait que partir. Comment ils vont faire pour lutter contre un tel mouvement? Vous luttez comment? Vous l'achetez qui? Observez d'abord, c'est pas organisé. C'est organisé. Vous le levez matin, vous dites que les Burkinabés marchent. Demain matin, c'est le Niger qui marche. Tout ça, c'est mal. Mais c'est organisé, hein? Mais en même temps, ce n'est pas organisé. Vous voulez acheter un leader, dire que c'est toi, on t'achète, ça meurt. On t'achète ici, ça meurt. Ou bien on coule la tête, ça meurt. Non, c'est fini. Je pense que c'est divin, ça. C'est divin, simplement. C'est divin. C'est historico-divin. Moi, c'est un homme de foi. Sans appartenir à aucune religion. Aucune. Ni aucune secte. On n'arrivera jamais. Aucune secte. C'est un homme de foi. C'est-à-dire que ce mouvement est extraordinaire. Voilà un mouvement continental. Personne ne peut dire que ça m'appartient. C'est dans ma poche. Donc si on m'achète, ça s'arrête. C'est le problème de la France. Et nous, on travaille pour ça, on veille. Comme quand je dis ici que toute tentative d'organiser un mouvement panafricaniste va voir l'échec. Nous, on veille. Ça ne sera jamais organisé. Ils ne vont pas l'endroit où vous allez trouver les panafricanistes, ils sont assis. Vous achetez un, vous achetez deux. Vous allez vous asseoir. Voilà le problème qu'ils ont. C'est divin. Ça va en blanc. Je l'avais dit ça il y a 10 ans. J'ai passé le temps à le leur dire. Nous avons prévenu le monsieur les Français. Avec leur génie à la tête de leur État. Ils ont des génies à la tête de l'État français. Des génies. Ils sont les plus grands politiciens, les plus grands. Les Français, oulala. Oulala. Les auditeurs de latin. Ils parlent très bien. Ils maîtrisent la parole. C'est cela à faire. Hein? La parole est née en Grèce, non? La parole est née en Grèce. Dans le cadre de démos. Le démos. Hein? Et vraiment, on se retrouvait, c'est où là? Ça avait un endroit là, le nom là, ça s'appelle quoi? Le nom, il se retrouvait là pour bavarder. L'agora. L'agora, la parole, la rhétorique.
hein, rhétorique, l'art de parler. Ils disent que c'est né en Grèce, c'est ce qu'ils disent dans la vandalisme, alors qu'ils ne savent même pas parler. Ils partent pour tuer, détruire, voler. Ils ne savent rien. Bon, ils parlent, Baba, ils parlent. Ils sont très forts, Baba, ils parlent. Donc on voit comment ils vont arrêter le mouvement aussi. La France réfléchit matin, midi, soir. Des mains encore autant que ils font des réunions. Ils mettent les milliards pour acheter les gens, pour susciter des leaders par l'africanisme qui ne sont pas par l'africanisme. Mais c'est nous le disons, regarde, hein, ça meurt. Mon nez. Tout ça, c'est mon nez. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc, les dirigeants qui arrivent au pouvoir, comme le type qui est au Burkina Faso, là, il peut faire son cinéma, se souvenir qu'il était à 5-6, mais tant pis pour lui, on va le balayer s'il s'amuse. Le peuple a dit où il va aller. On lui a dit on ne veut plus de Français ici. Parce que nous, le peuple, on sait d'où vient le problème sécuritaire. Nous, on sait. Nous, on connaît ça mieux que vous. Donc, amuse-toi là-bas, là. Non, on t'a été en bas. Tant que tu n'as pas rempli avec les Français pour aller où nous on veut, ils ont dit où ils veulent partir, chez les Russes. Il a été clair, hein. On va aller chez les Russes. Donc, fais ton cinéma là, d'anciens 5 cinémas de marché et consorts. Tu as écrit les livres de la sécurité. Nous, on te regarde. Nous, on n'écrit pas les livres, mais on ne sait où on part. Les gens marchent au Niger tous les jours. Ça sert à rien de radier les généraux de l'armée comme il vient de faire Bazoum. L'ennemi du continent africain, là, qui s'appelle Bazoum, l'enfant de Ledrian, le garçon de course de Ledrian. Tu es président d'un pays, tu as pour parrain Ledrian. Quelle honte! Quelle honte! Tu es même fier, je suis président, tu veux me les honneurs. Quand tu sors, on a fait le garde à vous. Garde à vous maudit, c'est une malédiction quand on fait le garde à vous. Tu dis que ton parrain c'est Ledrian? Ledrian? Tu veux diriger un grand pays comme le Niger? Alors ça aboutit à quoi? À un mois, tu dis que tu condamnes l'agression russe contre l'Ukraine. Tu bavardes, les Français applaudissent. Un mois après, tu envoies des délégations en Russie. Que pardon. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Parce que tu es bien conscient que tu as été élu parce que tu n'as pas été élu. Je ne sais pas ce qu'il vient de dire. Tu es élu parce que tu n'as pas été élu. Toi-même, tu le sais. Et ton peuple et vous n'avez pas la même direction. Ton armée, alors, monsieur Guterres, le sorcier, le criminel, a couru pour ivoiriser l'armée du Niger, c'est-à-dire faire de ça une armée espagnole. Parce qu'on sait très bien que dans l'armée, la majorité de l'armée ne veut pas de cette affaire. Et a décidé. Alors, monsieur Guterres, faux secrétaire général de l'ONU, ou bien qui est vraiment en train de montrer à quoi c'est l'ONU, vient se cacher et préparer le terrain pour que les Américains s'accaparent de l'armée du Niger. C'est le couvert de la communauté internationale pour que cette armée, on va écarter tous les patriotes de l'armée du Niger pour faire de l'armée du Niger ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Et attaquer la guerre du Sahel. Mais ils vont réussir comment? Parce que les Américains pensent qu'ils sont forts. Ils pensent qu'on ne les voit pas le pays. Donc, quand on parle de Français, ça va, les Américains, on ne les voit pas. Nous, on parlait de Français pour qu'ils sortent. Ils sont sortis maintenant. L'on est arrivé, les Africains vont nous dire aux Américains que nous, on sait qu'ils sont nos ennemis. On va couper la tête ici en Afrique. Les Américains, je parle des Américains là. Ils pensent qu'ils sont malins. On les voit depuis, nous, on sait qu'ils sont derrière. Il y a une unité au Niger qu'on appelle unité 201. Ce sont les Américains. Ils sont silencieux là. Ils sont comme si ils sont là. Mais ils ne font rien contre le terrorisme. Couper les têtes, pas dans le bon sens du terme, président. Dans tous les... Moi, j'assume ce que je dis. Je ne sais pas vous m'amuser. Moi, je ne joue pas. On est dans la guerre. Nous allons couper la tête ici. Nous savons très bien que les Américains sont nos ennemis. La France n'est qu'un sous-traitant. Qui ne sait pas ça? Nous, on le savait. Mais il fallait qu'on aille au bout. Maintenant, ils sont sortis. Comme le gendarme français a échoué dans le Sahel, monsieur Guterres, qui le mettait, c'est-à-dire que un garçon de course, un boy des Américains, et de la fausse communauté internationale. Aussi. Mais, quand on voit les gens marcher là, mais pas c'est vous qui parlez de marche des populations. Pourquoi que les gens sont fous? Quand vous avez les Nigériens sortis pour dire qu'on ne veut pas de convoi militaire passer ici, français ici. Pourquoi que nous sommes plus intelligents que ces gens-là? Mais ils savent de quoi est-ce qu'ils vivent. Ils connaissent leur situation, ils savent de quoi est-ce qu'ils parlent. Et les Français ont tiré sur eux. Vous savez ce qui est passé? Un président qui prétend avoir été élu par son peuple, quand c'est passé au Niger, ils ont peut-être défendu la France. La France tue son peuple, toi tu veux défendre la France. Je parle de Bazoum et son sacré ministre des Affaires étrangères. Donc il a été élu, dans le Nigérien l'a élu. Pour que quand les Français tirent sur le Nigérien, lui défend la France.
On comprend ce qui se passe. Donc quand M. Gutiérrez vient vous dire que la communauté internationale doit venir former l'armée du Niger. Et après, ils donnent l'ultimatum à ce qu'ils appellent junte militaire de passer le pouvoir civil. Vous ne voyez pas ce qui se passe. C'est quoi on est en train de vous faire. Il faut voir. Donc pourquoi ils anticipent ce mouvement. Ils voient bien le peuple. Ils voient. Et ils sont fous. Ils sont en train de voir. Mais dans leur tête, l'heure est en train d'arriver où la confrontation aura lieu. Vous voyez que le jeu là, c'est pas le jeu qu'on fait. Hein. L'heure est proche. Il y aura confrontation. Elle sera physico-militaire. Il ne faut pas rêver. Mais ils vont perdre. Parce que les peuples ont compris. Ils vont perdre. Et moi, c'est la tête des Américains que je veux voir. On va couper ça. On ne va pas appeler au meurtre, président. On va appeler ça meurtre. C'est vous qui appelez ça meurtre. J'ai dit qu'on va couper. Soit je parle, tu interprètes de ta façon. J'ai dit qu'on va couper la tête. On coupe les têtes symboliquement, on les coupe réellement, on les coupe soit réellement, soit symboliquement, on les coupe tout ce que vous voulez. Moi, je dis ce que j'ai dit. Que c'est plus méchant que tout ce qu'ils font. Vous connaissez ce qu'on appelle les États-Unis? Vous connaissez l'État américain? Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un État criminel comme l'État américain. Dans l'histoire de l'humanité. L'État américain bat le record en termes de criminalité d'État. Depuis que le monde est monde, les Américains que vous voyez là. C'est pas un jeu. Parce que c'est pas en faisant la diplomatie sur les plateaux, en étant poli qu'ils vont vous aimer. Hein. Ça va changer, au contraire. C'est pas tout. Donc nous on a réglé ça. Moi, je veux plaire à personne. Même pas au peuple africain. Moi, je plains à l'histoire, je plains à moi-même, je plains à mon Dieu. Je dis la vérité, tel que cela se présente. Les peuples marchent là parce que ils veulent de la sécurité. Les Burkinabés, leur État est tombé. Ils ont élu quelqu'un 1000 fois démocratiquement. C'est-à-dire, nous, le ciel et la terre, voté pour Kaboré. Il n'est pas besoin d'enterrer les soldats morts dignement. Vous avez vu comment on enterrait un soldat burkinabé? Vous avez vu ça? On enterre les humains comme ça? Mais il s'est vanté partout que je suis élu, je suis élu. L'armée nous dit, voilà les gens qui nous causent des problèmes. C'est la France. Il met ça en bas du bureau, il dit qu'on ne parle pas de la France. Il dit, nous avons de très bonnes relations avec la France, c'est un grand pays ami. On a les liens historiques. Quand tu fais ça, on dit que tu es un grand président, tu es à la hauteur de la fonction, tu comprends, tu es un diplomate, n'importe quoi. Arrêtez ça. Il a la place où il devait être, plus belle de l'histoire. Qui va pleurer Kaboré? Ce pays a été mis à terre. Le pays de Sankara. Un pays frère. Tout à l'heure, il nous interpellait, c'est une chose. C'est terrible. Hein? Ce sont les Russes qui viennent être solidaires de vos frères africains. Vous n'avez pas honte? On n'est pas en mesure même de parler de solidaires du Mali. On se cache. Il dit, il ne faut pas froisser la communauté internationale. Il ne faut pas froisser la communauté internationale. Parce que tout le monde est incapable de penser la vie en dehors de la communauté internationale. Leurs enfants sont partout en Europe, à Washington. Leur rêve, c'est d'aller prendre la photo devant la tour Eiffel. Un tas de ferraille qui pourrit l'atmosphère. Un tas de ferraille qu'on appelle. C'est quoi la tour Eiffel? C'est un tas de ferraille. On prend les photos. Il faut qu'on me voie sur la meilleure avenue du monde. Décrété tel par les Français. Et ça rapporte des milliards en termes de tourisme. Moi, j'ai rien à faire pour aller faire le tourisme en France. Rien à faire. Ça commence là. Hein? Ça commence là. Comment les Français font pour avoir 9 millions de tourisme par an, si c'est ça, 60 millions, c'est devenu le deuxième poste de recette d'exportation. Deuxième poste de recette en France. Le tourisme, c'est-à-dire que les gens viennent visiter Paris. Pour dire que bon, la ville lumière, il y a la meilleure avenue du monde à Paris, la rue de l'Élysée. Et parmi les touristes, allez compter le nombre d'Africains qui vont déposer les devises là-bas, enrichir la France, pour se faire filmer devant la tour Eiffel. Le gars qui a fait ça s'appelle Eiffel, c'est Monsieur Eiffel, c'est son nom. Mais personne n'a besoin de faire une tour en Afrique et faire que ça devienne une référence pour que les gens dans le monde entier. Alors que nous avons les meilleures bases pour être le continent le plus riche en revenus touristiques dans le monde. Il n'y a pas deux. On a tout. Mais les gens préfèrent ça. C'est pourquoi on ne peut pas être solidaire du Mali. On ne peut pas énerver les Occidentaux. Il ne faut pas qu'ils se fâchent. Les Burkinabés sont en train de parler au monde entier. Le monde entier voit.
comme des Tchadiens qui ont marché hier. Et là, encore, vous avez vu, c'était même très violent. J'étais que vous avez parlé de ça. C'était très violent. Hein. Les Tchadiens ont marché hier. Ils ont marché pour dire on ne veut pas. Et ils ont dit ce qu'ils veulent. On veut les riches. Alors, vous appelez ça un petit sentiment anti-français. Ça, c'est au niveau de M. Macron. C'est son niveau, ça. Ça fait rire tout le monde. Voilà. Donc, il n'y a rien à attendre de l'Union africaine, mon frère. Ce mouvement-là, il faut l'assumer, il faut le consolider. C'est notre rôle, notre travail. C'est nous qui avons déclenché ça. Jusqu'au bout, on va de là. Il faut l'assumer en espérant, comme il l'a dit tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure. Et Angola l'a dit tout à l'heure. Il va se, comment on dit ça, ce mouvement va se structurer au fur et à mesure. Il va, sans la même mise de personnes, il va se structurer pour déboucher dans des prises de pouvoir au niveau de l'État, ou bien des transformations étatiques, comme on voit ici et là, n'est-ce pas? Et ces transformations étatiques, n'est-ce pas, vont prendre l'envergure des enjeux. Comme on voit comment ça commence dans divers pays ici et là, et un jour, un bon matin, il y aura un véritable noyau fondateur, alors un vrai noyau des États-Unis d'Afrique, un vrai noyau qui va commencer à faire ce travail. Je n'ai pas dit que tout le monde en même temps. Hein. Là, c'est un Nkrumah qui pensait comme ça. Il était très généreux, Nkrumah. Ça lui a valu un coup d'État. Parce qu'il ne connaissait pas encore très bien ses frères africains. Il ne les connaissait pas bien. En commençant par ses frères ghanéens, il ne les connaissait pas bien. Donc, on va commencer comme ça. On aura un petit noyau solide qui va montrer l'exemple non seulement à tout point de vue, construire une vraie économie panafricaniste, construire des vraies institutions panafricanistes, rénover l'école d'après le modèle panafricaniste, rénover la culture d'après le modèle panafricaniste, rénover les quartiers, les maisons, la pensée de que les maisons, rénover les généalogies. On va aller très loin, on commence à la base, on va rénover tout ça. Il y a un vrai noyau, un de ces 4 matins. On va commencer à avoir un embryon de puissance panafricaniste. Ça va aller vite, hein? Puissance panafricaniste. Et ça serait parti. Ça serait parti. Les Français ne parleront plus aux pays africains, n'importe comment. L'Europe ne se mettra plus, il n'y aura plus de von Leyen qui va oser, avec sa jupe, parler n'importe comment à un Africain. Il n'y aura pas de président américain qui fait ce que Joe Biden fait là. Vous savez qu'à l'ONU, il y a eu un débat pour dire qu'on va interdire la polygamie en Afrique. Vous n'êtes pas au courant de ça? Effectivement. On est au courant, président. Alors, qui a organisé? C'est pas le Tintin que vous appelez secrétaire général de l'ONU? C'est pas le Tintin? Oui, mon cher Yango. Il y a eu une réunion. Le président Mohamed Bazoum a d'ailleurs dit un mot dessus. Et encore Mohamed Bazoum. Il a parlé. Hein? Je vous enverrai le lien, président. Il a dit quoi? Alors, en 2 secondes. En 2 secondes, dis-nous, aide-nous un peu. Tout à l'heure, vous avez dit que le monde entier entende. Vous avez dit que le président Mohamed Bazoum était en quelque sorte inféodé et le discours qu'il tient va dans le sens de ce qui a été porté du côté des Nations Unies. Donc, il est contre la polygamie. En quelque sorte. Non, pas quelque sorte. Il est contre la polygamie. Et tu n'as pas dit. C'est pourquoi il n'a jamais dit qu'il était contre l'homosexualité, les LGBT. Il n'a jamais dit ça. Il ne peut pas dire ça. Il a énervé Macron. Il ne peut pas dire ça. Mais il a dit très vite qu'il est contre la polygamie. Il soutient ça. Parce que c'est ça les Africains. Où est l'ONU, non? Où est l'ONU? L'ONU est en première ligne pour la promotion des LGBT. C'est-à-dire, c'est que même Satan lui ne le fait pas. Satan te dit de faire, mais lui ne fait pas ça. Satan dit de faire, mais il ne fait pas ça. Mais l'ONU nous encourage, finance, fait pression pour que tous les Africains adoptent cette sorcellerie, cette saleté, cette pourriture qui est inacceptable à tout point de vue. Mais l'ONU est en premier pour dire que on est contre la polygamie. Évidemment, on veut flatter les influenceurs africains. Non? On se rappelle d'ailleurs, président, du discours de Joe Biden lors de la dernière Assemblée Générale où il a cité le Cameroun. Mais voilà, vous avez compris où je suis en train de partir. Donc vous voyez très bien que on va arriver, le moment là va arriver, ou pour qu'on parle à des gens comme ça, ils vont présenter les certificats d'humanité. On va inverser ce qui s'est passé. C'est qu'on nous a demandé dans l'histoire, nous, Africains, de présenter ce certificat d'humanité. C'est ça la colonisation, c'est ça l'esclavage. On a dit qu'on n'est pas des hommes. Donc il fallait qu'on... Et qui décernait le certificat d'humanité? C'est ça le blanc qui décernait. C'est-à-dire quand tu avais accepté d'être blanchi totalement, on te donne un certificat, on dit que tu as évolué, donc tu as évolué, tu es en bonne voie pour devenir humain. Tu es en bonne voie pour devenir humain. C'est ça qui se passe. Donc tu devenais humain, quand tu avais fait le parcours de Ouattara, ils t'ont bien blanchi dans les loges, ils t'ont complètement... Après, tu es directeur général, agent du FMI. Oh là là, le plus grand homme que l'Afrique ait jamais connu. Vous lui posez 2 questions, ils disent que, mais monsieur, je vous rappelle que je suis l'ancien directeur général du FMI.
Vous voulez lui dire bonjour le matin, monsieur le président. Je dis, monsieur, dites d'abord que je suis ancien directeur général du FMI. Il ne faut pas deux phrases sans rappeler qu'il est l'ancien directeur général du FMI. Donc tout ça doit s'arrêter. Ils présenteront le certificat d'humanité aussi, quand ces choses-là vont se construire. Et ce n'est pas pour longtemps. Hein. Moi, ce sont des choses qui vont aller très vite. Ce n'est pas pour longtemps. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Merci à vous, Président Bandakani. Je me retourne vers vous une fois de plus, Daniel Yango. Le certificat d'humanité qui va être présenté d'après le président Bandakani très bientôt. Quand on regarde, quand on a une vue globale de la chose, de la situation africaine, du côté du Mali, il a fallu que l'armée prenne les choses en main. Du côté du Burkina Faso, c'était le même scénario. Est-ce que l'avenir du continent africain, l'avenir de la libération de la jeunesse africaine se retrouve désormais entre les mains de ces militaires-là qui ont la capacité de prendre le pouvoir, d'arracher le pouvoir qui a été donné par les Occidentaux pour le rendre au peuple? Je l'ai dit tout à l'heure, nous vivons une situation contre nature. Et personne ne peut vivre longtemps une situation contre nature. Ni celui qui vous l'a fait vivre, je parle dans notre situation aussi, le colonisateur, ni vous qui la subissez, je parle du colonisé. Alors il se mettra en place forcément une organisation qui va remettre en place les choses dans leur vrai sens. Alors, nous savons tous que comment on peut dire ça, le premier corps qu'un État crée, c'est son armée. Quand on dit que vous êtes un État, ça veut dire que vous avez une armée. Maintenant, quand vous me parlez, vous me posez la question sur l'armée, les gens ne voient que l'armée en tant que gens avec des armes, dont l'armée au sens militaire. Mais ce n'était pas ça l'armée. Seulement, ce n'était pas ça l'armée dans la conception de quand les États créent une armée. L'armée était une sorte d'État dans l'État. C'est-à-dire, l'armée s'occupait de l'éducation. Elle s'intéressait à l'éducation. Elle était éducationnelle. L'armée était culturelle. Vous comprenez? L'armée protégeait le territoire pour sauvegarder la souveraineté de ce territoire avec son peuple, son histoire, sa culture, son modèle social, comment je peux dire, tout son paradigme. J'entends par là comment j'appelle, le mode d'éducation choisi. Il y a un terme beaucoup plus courant. Le système éducatif, voilà. L'économie du pays, c'était ça l'armée. Vous avez tout ça dans une armée. Et c'est à la fin que l'armée prend ce qu'on appelle le fusil. Mais comme l'être humain est beaucoup plus choqué, n'est-ce pas, influencé par ce qui le frappe, il ne voit que l'armée qui porte le fusil. D'ailleurs, on va créer la gendarmerie, qui est un corps d'armée également, mais qui est hybride entre les deux et qui est très très puissant. Donc, si l'armée fait ce travail, elle fait son travail, elle remplit sa mission. Elle remplit sa mission. L'armée qui voit comment son pays n'a pas de monnaie, qui voit comment ses enfants prennent l'eau pour aller laver les derrières, cette armée doit se poser des questions sur sa raison d'être et sa façon de travailler. Je vais vous prendre un cas d'une armée ici au Cameroun, de l'armée du Cameroun ici que j'ai vu, dans le cas de la société civile, lorsque dans l'affaire de Neuf de Bipanda, un homme membre de la société civile a lancé une enquête sur les exactions de certains militaires. L'affaire de Bipanda. L'armée du Cameroun a autorisé cette enquête, a laissé les enquêtes se faire au sein même des corps militaires et a fait condamner ces militaires-là. Oui. Ils ont été condamnés. Peut-être pas à une peine où on soit attendu. On sait quand même les risques qu'on prend. Puis, vous savez, et c'est facile de se mettre à la place, c'est facile de dire quand l'autre est là. Hein. Mais
sur le plan de la symbolique, sur le plan du principe, cette armée a fait preuve d'une armée républicaine. Si vous voyez ce que c'est, cette affaire, ce que l'armée a laissé faire pour mener une enquête en son sein et punir, l'armée a rempli son rôle. Ici à Bakassi, c'est l'armée qui a fait les écoles, l'armée a rempli son rôle. Vous comprenez? Donc quand vous me parlez de l'armée, il faut que l'armée aille dans ce sens-là. Et que l'armée remplisse ses missions culturelles, sociales, éducatives et tout. Avant d'être armée militaire. Dans le cadre de mes affaires, de mes problèmes syndicaux, je me souviens, j'ai causé avec quelques généraux. Et j'étais surpris de les voir qui connaissaient très bien l'affaire de la Cameroun. Et qui savaient très bien ce que tel était en train de faire, il était en train de voler. Mais ils ne sont pas censés à ce niveau-là entrer, c'est l'affaire civile. Mais ils sont informés. Ça m'avait ébloui. Et dans les échanges, ils m'ont dit non, c'est notre fonction, nous devons être au courant. C'est ça la grandeur et la servitude. Je suis grand, je peux prendre ta place là où tu es grand, mais je reste dans le principe de ma fonction, grandeur et servitude. Il faut vraiment saluer, il faut souhaiter que l'armée s'implique davantage, remplisse ses missions et accompagne souvent ces peuples dans. Nous avons ici un président qui s'est souverainisé sans grand tapage, comme le dit Gbagbo. On s'est mis à former nos militaires, à se fournir un peu partout, ce que prévoyaient par les accords, en parenthèse, de coopération, avec les accords de soumission, signés par 4 Français. Donc, quand vous posez la question sur l'armée, voilà ce que je peux vous fabriquer, vous construire comme discours, très rapidement. Et je pense qu'il faut souhaiter effectivement des armées africaines qu'elles aillent beaucoup plus loin. Elles savent comment ne pas faire verser le sang à tous les coups. Hein. Ils savent, hein. Ils ont les méthodes pour ça. Ils ont tout pour ça. Et qu'elle, dans sa mission d'éducation, qu'elle aille plus loin. Nous avions ici ce que nous appelions les pré-militaires, la formation militaire, parce que dans l'édition que je prépare, c'est de ça que je vais parler, par exemple, quand le chef de l'État lui avait demandé qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants, eh bien nous on va lui dire, il faut reprendre ce qu'on appelle la formation militaire, l'éducation civique, la formation militaire. Ne pas appeler nos armées militaires à tous les coups. On peut, le président Badakani le disait encore, hier il a reçu devant moi les louanges d'un des membres de son parti qui venait du Nord, pour les idées qu'ils ont apportées à travers votre plateau, d'une organisation pour faire face aux terroristes Boko Haram. Voilà. Ça, c'est quelque chose de formidable qu'il faut relever ici, où des civils se sont mis ensemble et ont fait face à des gens qui se disent du califat, comme les autres là-bas se disent, qu'on appelle à tort sécessionnistes, qui n'ont rien du sécessionnisme, c'est du banditisme, où il faut que l'armée organise les civils et on apprenne à faire ce travail. Eh bien, Daniel, pour vous relancer donc, quand vous parlez du Cameroun, pour citer le Cameroun, du Cameroun qu'on va laisser à notre progéniture, quand on parle de l'Afrique qu'on va laisser à la progéniture future, est-ce que les relations avec la France peuvent se rétablir aussi facilement? Écoutez, le développement, Monsieur Wafo, avant qu'il n'y ait un pays appelé le Cameroun, il y avait d'abord votre village, avec son histoire, sa géographie et tout. Si nous commençons à penser qu'on va tous développer le Cameroun de ça, je vais souhaiter que Wafo vienne avec ce que son village a déjà développé, qui connaisse son village. Chacun apporte ce qu'il connaît de son village. On crée un ensemble que nous allons nous battre pour homogénéiser. Et alors nous serons solides. Ici, il n'y a pas un pays qu'on appelle l'Amérique. Il n'y a pas un pays qu'on appelle la France.
c'est quand nous aurons fini notre démarche en interne, intrinsèque, que nous allons maintenant voir si nous faut un partenaire. Et nous étant définis, ayant défini tous nos contours et nos intérêts, nous ne serons que mieux outillés pour savoir ce que l'autre va nous apporter. Vous comprenez? On ne pense pas à lui quand on se développe. Chaque pays a eu d'abord à faire son introspection, à se replier sur lui-même. L'Amérique l'a fait, la Chine l'a fait, tout le monde l'a fait. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Qui je suis? Comment arriver là où je veux? Où est-ce que je dois arriver? Comment arriver là où je veux arriver? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si l'on commence à réfléchir et en mettant quelqu'un d'étranger au milieu de la réflexion, on va s'égarer. On s'est déjà même égaré. Sur le principe de la réflexion, vous vous êtes déjà égaré. C'est même pas que vous vous êtes déjà égaré, c'est déjà faux. De comment on dit, ne continue même pas. Tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué là. Si tu mets quelqu'un d'autre là pour dire comment avec la France, tu as déjà échoué. Donc, chaque fois que je lis des gens, de grands philosophes de la nation que je ne cite pas tout à l'heure là, vraiment, je me dis, qui dit comment avec la France, l'Afrique va devenir faire ceci, avec la... Nous avons d'abord un pays de nous découvrir encore nous-mêmes. On va parler du tourisme. On a un seul problème. Et vous allez chercher quelqu'un qui, c'est son rôle, n'est pas là pour être votre ami. Je ne peux pas le reprocher à la France ce qu'elle fait. C'est clair, elle n'est pas notre amie. Que ce soit l'Angleterre, qui est beaucoup plus hypocrite, plus sournoise, mais tout aussi, que ce soit l'Allemagne. Fille d'Albion. Donc, la France et l'Amérique jouent un jeu, il faut les féliciter, les saluer, ils jouent un jeu clair. Ce sont de vrais ennemis, ils ne sont pas de faux amis. Mais vous ne pouvez pas dire que vous allez vous développer en ayant à cœur dans votre parcours de développement quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Vous vous êtes déjà trompé sur le principe. Ça n'existe pas. Cherchez à voir ce que vous allez faire avec le maïs, avec le riz, avec vos céréales, avec vos tubercules, avec tout ce que vous avez comme fruits. Cherchez à voir ce que vous pouvez faire avec. Vous en avez. Et une chance dans le transport aérien qui est un produit très onéreux. Il faut avoir une certaine géographie et une certaine démographie pour être compétitif. Mais il y a des pays qu'on a vus là-dedans dans les études, il y a des pays chanceux qui sont petits géographiquement, petits démographiquement et même petits sur le plan économique, mais qui peuvent faire marcher compagnie aérienne. C'est le cas du Cameroun. C'est le cas du Cameroun, qui a une position pour nous de transport, que ce soit en transport maritime, que ce soit en transport aérien, qui a une position telle que il peut envisager souverainement, intrinsèquement, tout seul, les éléments de son développement. Ça, je vous le dis. Je ne fais pas dans le j'ai mon pays, non. On a étudié. Ce sont des études. On a étudié. Et même les grandes compagnies aériennes, si vous voyez les compagnies qui viennent au Cameroun aériennes, hein, vous demandez-vous, vous êtes tous des vendeurs de cola au bord de la route aujourd'hui, chacun va à une grenadine. Mais d'où vient qu'il y ait des compagnies aériennes qui viennent tous les jours au Cameroun? Et ça, il y en a au moins 20 qui demandent encore à venir. C'est pour prendre quelle clientèle? C'est pour qui? Je ne vous compte pas le nombre de compagnies aériennes qui passent au-dessus là et qui payent aux anciens du Cameroun parce que c'est un carrefour. C'est un carrefour aérien, céleste, terrestre. Il y a des petits pays comme ça qui sont chanceux. C'est le cas du Cameroun. Bon, maintenant, peut-être que Dieu a vu que c'est trop beau. Il faut le gâter un peu. Il a mis les Camerounais. Il a mis les Camerounais pour gâter le Cameroun. Ouais, donc, si vous vous réveillez, vous ne vous poserez plus de questions de savoir vraiment. Je vous peux citer le nom de ces pays-là. Tel pays, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, tel. Ils ne sont déjà pas là pour vous apporter quelque chose. Et je vous assure, vous n'avez pas besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de vous. En réalité. Clair et net. En réalité. Mais, comme vous dites tout à l'heure, la médiacratie, on est dans les médias. Ils ont beaucoup de médias.
ils parlent fort, ils ont créé des bombes qui peuvent vous détruire. Ils ont une vraie fausse monnaie. Parce qu'ils font une monnaie qui n'a aucun rapport avec leur potentiel, leurs réserves. Ils font une monnaie qui n'a aucun rapport avec ça. C'est dit, c'est sorti maintenant avec l'affaire de la Ruken, Dieu merci. Et vous, c'est tout l'inverse. Vous ne faites pas une monnaie qui est en rapport avec vos ressources. Vous n'en avez même pas. Et vous allez chercher maintenant, quand vous développez, ce que lui peut vous apporter. Mais attendez, monsieur Ouafou, excusez-moi, nous sommes des villages limitrophes. Moi, mon village ici n'a pas de chance. C'est la boue, c'est le désert là-bas, et la boue ici, même l'agriculture, c'est un problème. Vous, les terres sont fertiles, il y a l'eau partout, il y a des montagnes, c'est pas possible. Même votre eau, parce que même notre eau là, a un calcium terrible. Donc quand vous cherchez du calcium, vous avez déjà, votre eau contient beaucoup de calcium. Même votre eau est spéciale. Alors moi, je vous attaque. Parce que si je ne vous attaque pas, moi, je vais mourir. Et puis, à chaque fois, vous vous demandez ce que je peux vous apporter pour votre développement. Alors que si je vous laisse vous développer, moi, je disparais. Je crois que la réponse a été finalement donnée, mais de manière subliminale. Merci en tout cas, Daniel Yago, de nous avoir apporté cette réponse. Je me retourne vers vous une fois de plus, Président Bandakani, pour revenir un peu sur cette coordination qui semble ne pas en être une. Tout à l'heure, vous avez parlé de ces mouvements un peu partout sur le continent qui n'ont pas de leader véritable qu'on pourrait acheter, qu'on pourrait tuer. Comment cela peut s'expliquer, Président Bandakani? Parce qu'il faut dire, quand on regarde du côté de la CEDEAO, malgré le fait que les États ont continué à maintenir les sanctions qui avaient été infligées au Mali, les populations, elles, n'en ont pas tenu compte, elles ont continué à commercer. Comment cela peut s'expliquer, Président Bandakani? C'est ça qui oblige la CEDEAO à se cacher derrière M. Foyadema pour aller faire les négociations. Effectivement. Voilà, donc... Non, l'histoire a des ressources extraordinaires. L'histoire, c'est l'autre nom de Dieu. L'histoire, c'est l'autre nom du vrai Dieu. Je ne dis pas les dieux, hein, le vrai Dieu. L'histoire de ressources extraordinaires. Vous savez, c'est quoi l'Occident? C'est la volonté de domestiquer l'histoire, entre autres. Les Occidentaux sont tellement arrogants et orgueilleux que dans leur démarche, ils sont sortis de l'histoire. Ils sortent de l'histoire pour entrer dans la méta-histoire, au-delà de l'histoire. Pas appeler ça globalisation, des gros mots qui ne veulent rien dire, si ce n'est pas des masques de la prédation globale. Bon. L'Occident est le premier empire qui dit nous allons dépasser l'histoire, nous allons domestiquer l'histoire, mettre l'histoire dans notre poche. Mais c'est une erreur, c'est un manque de sagesse pitoyable. C'est un manque de sagesse qui fait pitié et qui démontre que il faut avoir de la compassion pour eux, une profonde compassion. Le complexe de probité, qui n'est plus un complexe, mais qui est une réalité qui travaille la mentalité occidentale, est une maladie inguérissable. Tu en guéris quand tu es détruit. Tant que tu n'es pas encore détruit, tu ne guéris pas de ça. Donc l'histoire se réserve des tours qu'ils jouent à l'égard de ceux qui décident de le mettre dans leur poche. C'est l'autre nom de Dieu. Je disais quelque part hier à mon aîné qui est là que nous devons être très humbles. Ça aurait été une époque, les Américains et les Français, les Européens seraient organisés pour venir enlever les panafricanistes ici. Amener à Jura, par exemple, dans le froid, nous mettre là-bas. Et nous ramener ici seulement si on a renoncé au panafricanisme. Quand on revient s'asseoir, on dit le contraire de ce qu'on disait il y a 10 ans. À défaut de nous tuer. Moi je vous demande, qu'est-ce qui les aurait empêchés de faire ça? Quel est le président qui se serait levé? Quand on attrape Gbagbo comme un chien qui parle, quand on tue Kadhafi comme on Sarkozy, alors qui le livre d'abord? Qui le livre? C'est là la première question. L'ancien directeur général adjoint du FMI. Le plus grand économiste interplanétaire. Il n'y a pas deux. Là, il n'y a pas deux comme lui. Donc, quand regardez comment Sarkozy a tué Kadhafi, mais le même Sarkozy se balade dans les palais présidentiels ici.
Résidence de Jean-Ping. Il se balade dans le palais présidentiel, il va en Guinée, il va en Côte d'Ivoire, il va partout. Et quand les gens s'assoient en tant qu'humains, au palais de l'avenue du monde, le petit Nabo croise ses deux pieds, il aimerait s'asseoir toujours, il nargue tout le monde. Alors, c'est la civilisation des Lumières. Donc, ce mouvement-là, c'est un mouvement historique, mais il a quelque chose de particulier que moi je le dis, il est divin. Moi, depuis que j'ai commencé cette affaire, je le dis toujours. C'est pour ça que j'ai dit, même pour avoir été à l'origine de ce mouvement au début ici, je sais ce que ça m'a coûté. Hein. J'ai dit, je suis obligé de parler comme ça. Je n'en réclame pas. Je ne peux pas réclamer, dire que bon, je le représente. Il est divin. Ça se voit là. Vous n'avez pas l'esprit, ça se voit. Regardez la transformation du peuple malien. Regardez, prenons le cas malien. On peut pas approfondir votre question. Les mêmes Maliens, il y a 8 ans, quand le criminel de Sanogo, sous l'instigation des Américains, fait son coup d'État. Ici, il y a des documents, on savait. C'est Washington, les Américains organisé le coup d'État au Mali. C'était bien programmé. Vous avez parlé d'une unité qu'on appelle 201 au Niger. C'est ça les Américains. Vous ne connaissez pas ces gens. C'est eux qui sont derrière tout ça. Ils mettent la France devant, qui est le gendarme, mais c'est eux qui sont derrière, en le fond. Mais nous, on le sait. Mais je vous ai dit qu'on a choisi, comme toi tu es devant, tu es fier, tu viens, tu tapes les gens, tu es content. Nous, on dit que bon, toi, on va bien te mettre à ta place, et quand tu seras vaurien, quand tu seras à ta place, tes patrons vont sortir. On est arrivé à ce moment-là. On avance beaucoup. On y est arrivé. Donc, voyez la mutation des Maliens. Ils ont célébré l'arrivée de Serval. Hollande, on lui a donné un trône au Mali. Mais toi, tu connais bien la France. Si on donne un trône à Hollande quelque part, c'est quel niveau de régression ça? Vous voyez à quel niveau c'était? Donner le trône à Hollande, que même les Français le connaissent que bon. C'est-à-dire que les Français me reconnaissent qu'il a été président par accident. Par accident. Il n'a même pas osé demander un deuxième mandat alors qu'il voulait. Lui, il a compris. Il n'a même pas osé. Il a compris que c'est même trop pour lui. Il a été président, ça va. C'est trop pour lui. C'était inédit. Inédit. Monsieur Hollande, on lui a donné un trône au Mali. Je ne dis pas ça pour mes frères maliens. Je l'appelle l'exploitation de fait. Et nous, nous ont crié que c'est une erreur grave. Après, à l'époque, les Maliens appelaient pour nous insulter. Bon, c'est amical maintenant quand je l'appelle ça. On s'est déjà arrangé depuis, on rit aussi. Mais ils savent, quand j'appelle ça, et on rit. On est entre nous, il y a quoi? Il n'y a rien, comme on dit au quartier. Mais regardez la mutation des Maliens aujourd'hui. Regardez la mutation des Maliens. Et à quel niveau ils sont aujourd'hui? C'est divin. Les gens ne savent pas que Dieu est l'acteur de l'histoire. L'acteur majeur même de l'histoire. Les gens ne le savent pas. Mais, vous pouvez m'expliquer tout. Expliquez-moi la mutation malienne. Il y a des raisons anthropologiques, il y a des raisons, il y a des raisons politiques, il y a des raisons sociales. Il y a même que la France est le principal acteur de sa propre déchéance. Ça, c'est établi. Mais cette mutation-là a quelque chose de divin. Cette mutation des Maliens pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et qui montre le chemin à toute l'Afrique actuellement. En termes d'audace, en termes d'héroïsme, en termes de solidarité d'un peuple à l'égard de ses dirigeants, en termes de patriotisme, à savoir, nous souffrons, on le sait, on assume, parce qu'on avait nos dirigeants pour avancer. Il y a très longtemps, on n'a pas vu ça dans l'histoire de ce continent. Ça fait longtemps, on n'a pas vu ça. Ça fait longtemps, on n'a pas vu ça. C'est divin. Quand vous regardez les Burkinabés. Alors nous parlons, les gens ne le savent pas. Au Congo, on est en train de marcher. Oui, au Congo. Pour demander aux Occidentaux de partir et que Russie vient. Je vous dis, hein. Alors, c'est là. On est au Congo. Oui, RDC. La République démocratique du Congo. On est en train de marcher. Cher René. Oui, alors on parle là. J'ai en train de marcher au Congo, RDC. Mais quelque chose de terrible en train de se passer, ça surprend les gens, mais ce n'est que la maturation d'un ensemble de conditions objectives, n'est-ce pas, qui apparaissent maintenant à la les gens marchent en RDC. Pour dire que monsieur Russe, venez ici. Ils sont fatigués des tueries. On est fatigués. Ils sont fatigués. Vous voyez donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous, on a dit, et je l'ai toujours dit, que les gens ne savent pas ce qui se prépare. J'ai dit aux dirigeants africains, que vous ne savez pas ce que vous préparez, que les dirigeants qui ne vont pas anticiper sur cette journée panafricaniste, quand ils vont vouloir s'y accrocher, ça va les entraîner. Il y a les archives ici, je l'ai dit plusieurs reprises. Et j'avais dit à l'époque, vous ne me verrez pas devant les palais présidentiels pour des choses comme ça. Je ne cherche pas à être aussi dans les palais présidentiels. Je sais
C'est ce qui se prépare, ce qui se joue là. Vous n'aurez pas le choix. Bon, les vantards et les démocrates élus par le ciel et la terre, ils sont en train de voir ce qui est en train de se passer. Le peuple se lève. Je dis toujours aux gens que l'histoire, l'autre nom de Dieu, est le plus grand organisateur des marches pour renverser le président. Bon, les Américains pensent qu'ils ont médité la révolution de couleur, parce qu'à la CIA, il y a un service qui met le peuple en mouvement, chasse les gens, et ils font ça, ils sont contents. Mais l'histoire se moque d'eux. L'histoire, c'est mobiliser les peuples, renverser les dirigeants et prendre le chemin qu'elle veut prendre. C'est l'autre nom de Dieu. L'histoire, c'est faire ça. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Les gens que vous estimez les derniers, qu'à cause de la misère, ils ne peuvent plus analyser les événements historiques parce que vous les avez enfoncés dans la misère et que la tête étant enfoncée dans la misère, ils seront des animaux, c'est-à-dire qu'ils vont se contenter d'une vie végétative. Ils ne peuvent pas lire un journal parce qu'ils rentrent le soir épuisés par la recherche de la survie. Ils ne peuvent pas lire, ils ne peuvent rien comprendre. C'est ce que vous avez cru. Alors vous êtes surpris de voir ça. Voilà pourquoi la France est perdue. Elle n'arrive pas à... La France n'a aucune capacité, aucune structure capable d'analyser le mouvement qui se passe sur le continent africain. Elle n'a pas. Je l'ai dit que la France est incapable de parler avec les Africains. La France aurait été un pays normal. Il y a longtemps qu'elle aurait commencé à parler avec la jeunesse africaine sérieusement. Elle ne peut pas. Comment elle va faire? Parce que la France avait tellement cadenassé les pays africains. Que ce soit à l'université, dans les sectes ésotériques, partout, la formation de l'élite, partout, à tous les niveaux, c'était cadenassé. Mais avec un tel arsenal, avec un tel cadenas géopolitique, non d'autres qui ont dit qu'il y a quoi, il n'y aura jamais rien. Mais qui va se lever là-bas? Ça va sortir d'où? Qui va le faire? Qui va sortir de là? On a tout cadenassé. Du coup, vous ne travaillez plus à réfléchir. Vous ne travaillez plus à réfléchir, à anticiper sur les vents qu'on... Non! Vous êtes allé dans le pillage. Vous pillez. C'est la course au pillage. Mitterrand arrive, il pille. Papa m'a dit. Sarkozy arrive, il pille. De Gaulle a commencé avec Foucault. Bon, lui au moins c'était un papa fouettard. Il se disait au moins la France. Bon, il rêvait, il disait la France. De Gaulle parlait la France. Mais il pillait aussi, bon. Lui au moins, oui. Après De Gaulle, Pompidou. Oui. On donne la France fait 1000 personnes au Rothschild. C'est ça Pompidou. Avec cette fameuse loi au niveau des finances. De commencer à emprunter sur le marché financier. La loi Pompidou là. Il y a une loi là qu'ils ont imposée. C'est Pompidou. Jusqu'à va continuer. On pille. On sait que faire ça, on pille. Mitterrand part. L'autre arrive. Il pille. Chirac. Elle dit, c'est le pillage. Et Chirac lui, il a tellement pillé qu'il a même pitié. Il dit vraiment, arrêtons-nous un peu. C'est-à-dire que je vais vous dire la vérité. Moi, Chirac, si vous avez 1000 francs dans votre porte-monnaie, c'est-à-dire qu'il y a 600 qui viennent de l'Afrique. Dès le jour où il a dit ça, le lendemain, la maladie de Parkinson. C'est comme ça, mort. On a dit qu'il est plus normal. Parkinson. Chirac l'a dit. Sarkozy, dans cet égarement, a rappelé ça. Que si on perd l'Afrique, la France reviendra pour la 40e puissance. Effectivement. Claire. Ils l'ont dit. Vous comprenez? Mais une fois qu'ils l'ont dit, comment faire pour parler avec les Africains? Ils ne savent pas le faire. Personne, il n'y a aucun dirigeant français. Aucun. Capable de s'asseoir, de parler avec la jeunesse africaine pour l'avenir. Mais président, ils ont parlé avec la jeunesse africaine récemment encore. Le sommet de Montpellier, le sommet là, donc, après, vous ne savez pas ce qui s'est passé. C'est pas après qu'ils ont commencé à trahir le secteur. C'était un théâtre, on les a formés avant. C'est même qu'on dit non. C'est pas qu'on nous a dit de faire ça avant, on nous a dit. Bon, quand vous regardez les résolutions, c'est ça qu'on parle à un continent. Bon, Macron s'est parlé avec les gens. Quand vous voyez Macron, il s'est parlé avec quelqu'un. Regardez Macron. Et il s'est parlé avec quelqu'un. Macron a un problème. Il ne sait pas parler avec les gens, ce type. Il ne sait pas. Les gens le font avec les Français. Il les injure matin, midi, soir. Il est condescendant. Oh, vous êtes trop poli, vous êtes trop sophistiqué, condescendant. C'est un mot journalistique. Il les insulte matin, midi, soir. Il doit parler avec les gens. Regardez quand il parle à un président africain. C'est culturel. C'est même caractériel pour lui. Son cas est grave. Il ne sait pas parler, mais c'est emblématique des dirigeants français. Ils ne peuvent pas parler avec un dirigeant africain. Ils ne peuvent pas. Mais il faut savoir parler avec les dirigeants. Tu vois, le sérieux. Comment, quand il y a des partenaires, comme je disais tout à l'heure, vous savez parler à un partenaire. Vous êtes partenaire. Et d'un côté, le seul discours, vous tapez sur le partenaire, votre partenaire matin, midi, soir, vous le cognez, vous le fouettez, vous le piétinez, vous dites que c'est un partenaire. Vous dites que c'est un partenaire. Mais quand ce partenaire, c'est qu'on tape matin, midi, soir. Ça, c'est un partenariat, ça. C'est l'esclavage. C'est cela qu'il s'agit. Donc, la France ne peut pas.
Les Américains ne peuvent pas non plus. Qui va parler avec l'Africain aux États-Unis? Joe Biden? Il n'est pas normal 2 secondes par jour. Joe Biden, il n'est pas normal 2 secondes par jour. Le président américain serait fou? Non, il n'est pas fou. Il est sénile. Ça se voit. Il finit une conférence, il salue le vide. Non, monsieur le président, il n'y a rien. Vous saluez qui? Ah bon, j'ai salué. Non, il salue pas. Non, moi c'est le vide. Il confond sa vice-présidente à sa femme. Il confond l'Ukraine à la Russie. Et il confond la Russie à l'Ukraine. C'est-à-dire, tous les jours, attends, les médias américains en parlent maintenant pour dire comment ça ne peut pas continuer comme ça. C'est que maintenant qu'ils disent, hein. Bon, quand ils parlent ici, vous dites que je suis mal poli. Les médias américains maintenant en parlent tous les jours, ça ne peut pas continuer comme ça. On a des problèmes avec ce type-là. Bon, c'est même pas parce qu'il est sénile. Comment les Américains font pour parler avec les Africains? Dis-moi, citez-moi le dirigeant américain. Le dialogue est coupé. Citez-moi le dirigeant américain qui soit en mesure de venir s'asseoir, parler avec les Africains, leur dire ok, bâtissons un vrai partenariat pour l'avenir. Citez-moi un. Même quand ils sont noirs. Même quand ils sont noirs, c'est encore plus grave. Obama vous a montré, non? Comment on parle avec les Africains. Il vous a montré le sommet de l'hypocrisie. Le sommet, soft, on dit c'est l'intellectuel. C'est juriste, c'est très soft. Oh, le beau Obama, les Africains, ils sont couchés. Plus méchant que lui, envers nous, il n'y en a pas eu. Plus méchant qu'Obama, il n'y en a pas eu. Kadhafi lui a écrit mon frère. Après, hypocrite, comme il vient de dire, c'est Hillary Clinton qui m'a imposé ça. Hypocrite. Obama, il faut le fuir. Pire qu'un serpent. Mais c'est des beaux airs africains. Alors maintenant, quand l'Africain avec qui vous devez parler, c'est celle qui est maintenant porte-parole dans la Maison Blanche. L'haïtienne là, je ne sais pas son nom. PD. Je vous dis ça, c'est ce qu'elle est. Et on présente ça comme étant, comment on dit ça? Il réussit quelque chose de meilleur. Le modèle apprend aux Africains. Celle qui est là. Donc, quand quelqu'un veut parler avec un Africain, il faut qu'il soit tout sauf un Africain en dehors de sa peau. Hein? Parce que celle-là, quand elle parlera avec vous, elle va te dire comment le LGBT c'est une bonne chose. C'est d'abord la vie, il faut commencer par là. C'est-à-dire, ce qui montre que tu es un être humain actuellement, c'est que tu n'es pas de genre, que tu es femme demain, à 15h, tu deviens un homme, au lendemain tu changes. C'est ça être homme, identité X. En fait, tu n'as pas d'identité, tu prends comme tu veux. Bon, elle va commencer par te dire ça d'abord. Dès que tu vas refuser, tu le sais, dès que tu vas dire non, on va dire que tu veux les droits de l'homme. C'est fini, le dialogue est rompu. Il faut taper sur toi, il faut te bombarder, il faut te mettre sous sanction. Mais je suis désolé, c'est vous mes aînés. Dites-moi comment le dialogue est possible avec ces gens. Moi je pose la question. Hein. Le dialogue est rompu. Non, c'est pas ça là-bas existait un jour. Je parle nous les jeunes générations, puisqu'ils disent qu'ils aiment les jeunes générations. Mais comment on va dialoguer avec eux? C'est impossible. C'est impossible. Comment vous allez parler avec les Européens? C'est-à-dire, vous sanctionnez un pays comme le Mali en disant que vraiment la manière d'organiser l'élection du Mali est inacceptable. C'est-à-dire que vous dites que voici ce que nous on pense de l'élection, nous Européens. Ce serait une élection. Le Mali dit non. Nous on pense qu'au regard de nos réalités, ça ne va pas se faire comme ça. Sanction. Toi, Premier ministre, interdit de voyage, tes avoirs sont gelés, toi, machin, tout. Toi, ministre de tel, alors on gèle tout, machin et consort. Et après, on s'assoit, on dit, vraiment, nous sommes des partenaires, il y a la diplomatie européenne et africaine, il faut se parler, asseyons-nous. Mais, mon monsieur Wafo, vous nous amusez ou quoi? Vous êtes sérieux là? C'est ça la diplomatie? C'est ça parler entre les gens? Et quand on appelle ça, si on dit, oh, par exemple, la Cali, non, il faut être poli, machin et consort. Bon, dis-moi, c'est ça quoi d'être poli là? Avant que me dire être poli. Bon, ok, le premier ministre du Mali va devenir poli. Ça change quoi? Puisqu'il est impoli. Il est impoli parce qu'il rappelle ce que les Français font chez lui. Parce qu'il présente seulement au monde entier ce qu'on fait dans son pays. Il a dit à l'ONU que vous avez abandonné en plein vol. La France a dit que c'est un crime contre l'humanité qu'il vient de commettre. Quelqu'un dit qu'on va abandonner en plein vol. Mais c'est Wafo. L'anthropologie de cette phrase, la sociologie politique d'une telle phrase, la sociodiplomatie d'une telle phrase. Dites-moi ce qu'il y a de mauvais dans cette phrase. Elle dit, le premier malien vient dire à l'ONU, la France, tu nous as abandonnés en plein vol. Qu'est-ce qu'il y a de dur?
Qu'est-ce qu'il y a de méchant dans cette phrase? Qu'est-ce qu'il y a de tordu dans cette phrase? Maintenant, quelques Tintins maliens qui vivent les subventions françaises, oh, c'est un extrémiste, il est extrémiste, c'est un extrémiste, ça, il est extrémiste. Dis que tu m'abandonnes en plein vol. C'est quoi, où est quoi là-dedans d'extrême? Qu'est-ce qu'il y a là? Pour rappeler le contexte, la France avait unilatéralement décidé d'arrêter la En plus, mais en fait, le gars est venu pleurer à l'ONU, il pleurait. Quelqu'un pleure, il est extrémiste? Non, quelqu'un pleure, tu le fouettes, il pleure, il est extrémiste? Il doit rire quand tu le fouettes? Alors que les coups font mal? Il dit, tu l'assailles mon dos de coups, je ris? On est dans quel monde? C'est que j'ai des relations internationales, ça. C'est que j'ai des diplomaties, ça. Ce gars m'a c'est un extrémiste. C'est quand même terrible. Alors le gars doit faire des efforts, il doit se tordre le cou, tordre sa langue, il doit avoir le torticolis intellectuel et même physique pour ne plus énerver la France. S'il veut dire une phrase, il doit réfléchir 1 milliard de fois parce qu'il ne faut pas qu'il énerve la France. On ne peut pas vivre comme ça, Wafo. Notre rôle est de décomplexer les gens. Nous devons tuer cette diplomatie-là. Appeler chat, chat. On va respirer un peu. Quand on fait ça, on souffle, diplomatie. Tu vois que les plans sont mauvais. Tu sais que ce sont des tueurs. On te dit que ce n'est pas un tueur. Dis que c'est un homme gentil. Dis que c'est ton meilleur ami. Mais toi, tu souffres dans ton cœur. Quand tu as envie de dire que c'est mon meilleur ami, tu vas dans la chambre, tu prends une bouteille de whisky, tu te goûtes pour digérer ce que tu es en train de subir. Mais ce n'est pas une vie, ça, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça, ça doit s'arrêter. C'est ce que les peuples nous disent. C'est ce que les peuples disent. Aux élites africaines, aux docteurs en doctorat, aux savants en sciences, c'est ce que les peuples vous disent. En marchant seulement. Mais qui va les écouter? Les élites sont-elles prêtes à écouter? C'est ce qu'ils parlaient. Heureusement qu'il ne s'agit plus d'élites ici. Les peuples ont compris. N'est-ce pas? De ce peuple-là, si vous ne voulez pas écouter, de ce peuple-là sortiront les leaders de demain. L'histoire est en train de les former. Ils sortiront demain. Qu'ils soient militaires, qu'ils soient civils, on s'en fout. Vous pouvez qu'on avance. Merci à vous, Président Bandakani. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette édition. Il nous reste un peu plus de 9 minutes. On va quand même permettre à chacun d'entre vous de dire un mot pour sortir en 2 minutes maximum. Eh bien, Martin Ngba, on parlait tout à l'heure pour revenir un peu sur la monnaie qui semble être l'élément central de la libération du continent africain. À quand donc une monnaie pour parler du Mali, puisqu'on est au Mali et au Burkina Faso? À quand donc les autorités de Bamako vont donc décider de sortir définitivement du franc CFA? Non, moi je pense que le processus il est lancé tel que c'est parti. Je vois très mal comment est-ce que c'est un chemin de non-retour. Je pense que le Mali est en train de se forger. Il y a des préalables qui sont en train d'être mis en place, qui vont permettre au Mali de décider de sortir sans trop de problèmes. Vous savez très bien que dans la vie économique, il y a l'environnement et les frontières qui comptent pour beaucoup. Vous savez qu'en fait, il faudrait que lorsqu'ils vont le faire, qu'ils aient le sentiment qu'ils peuvent, comme ils le font actuellement, qu'ils peuvent bénéficier d'accords particuliers spécifiques avec les pays avec lesquels ils échangent. Parce que, en réalité, qu'est-ce qui fait souvent fléchir un pays? C'est quand le pays ne compte que sur ce qui vient de l'autre côté. C'est-à-dire que lorsqu'il faut à chaque fois solliciter notre fameux compte des opérations, oui, compte opération, à partir du moment où vous avez arrêté le fonctionnement, les comptes ont été gérés à la banque et que vous avez déjà fait 1 mois, 6 mois, 2 mois, 3 mois, 4, 6 mois, vous pouvez dire que vous êtes résilient et que vous pouvez facilement sauter. Bon, vous savez, le Madagascar était la Mauritanie, je pense Madagascar aussi, c'est pas des pays qui sont très riches, mais ils ont décidé un jour de sortir de la zone. Pour moi, c'est beaucoup plus une question véritablement de souveraineté, c'est les dirigeants. On peut sortir, le Cameroun en particulier peut sortir, le Mali doit sortir parce que vous ne pouvez pas atteindre un tel niveau de désunion entre l'Occident, entre la France. Parce qu'en fait, ce que disait le président Malakani, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit naïf. La France joue le rôle des États-Unis. Hein. Donc, ne croyons pas qu'un jour on sera amis avec les États américains pendant qu'on est des ennemis avec la France. Non, la France, c'est les États-Unis. Donc tout ce que la France fait
en Afrique est béni par les États-Unis. Donc, je dis que la France ne nous conseillera jamais. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la RCA par rapport à la crypto. La crypto-monnaie. On a tapé sur le ministre des Finances qui représente la Centrafrique au conseil d'administration de cette histoire-là, mais je sais pas. Je sais pas. Pour moi, le Mali, c'est un exemple que tout le monde devrait. Mais est-ce qu'il pourrait avoir, ne serait-ce que par zone, parce qu'il y a 2 zones, hein, l'Afrique de l'Ouest et nous ici. Il faut quand même qu'il y ait un certain emballement. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui, nous, qui sommes... Vous savez que c'est un problème d'équilibre. Le jour où le Cameroun sort de cette histoire qu'on appelle la SEMA s'arrête. Mais est-ce que nous avons le culot de savoir que nos destins ne sont pas liés? Est-ce que nous sommes conscients aujourd'hui de savoir que cette histoire de ces marques-là, ça ne nous sert à rien? Au Cameroun, ça ne sert à rien. Ça ne nous sert à rien. Nous pouvons vendre... D'ailleurs même, les orientations qui ont été faites pour nos économies ne sont pas celles qui nous sied. On peut s'arrêter de produire la banane. Parce que nous avons naturellement une richesse, des richesses, un climat qui nous permet de faire d'autres choses qui ont une valeur ajoutée plus importante que la banane, que le cacao. Pourquoi s'arc-bouter jusqu'à aujourd'hui à dire que nous allons toujours faire dans le cacao? Il y a beaucoup de produits dont le marché est le piment, le butaco là. Sur le marché international, ça vous rapporte plus que la banane. Mais comme la banane que nous produisons, elle n'est pas pour nous-mêmes. Puisque les théories économiques qui ont été modélisées n'étaient pas faites pour les Africains. Hein. C'était pour nourrir les autres par rapport à ceux qui ne peuvent pas faire là-bas. Et ils nous ont dit, ok, vous ne pouvez pas faire tout ce qui se mange de plus, pour parler simple, comme par exemple le blé. Tout le monde sait que le climat du Cameroun permet de cultiver le blé, mais on n'a jamais fait de recherche dessus. Donc, la monnaie, c'est pareil. Mais la monnaie, c'est particulier, c'est que, comme nous avons eu un problème vraiment avec les enseignants, c'était une histoire où nous avons la liberté monétaire, on frappait la monnaie. Vous croyez qu'ils font comment? Quand c'est difficile là, ils tapent la blanche à billets, ils fabriquent les euros, ils distribuent pour vos autres pays, petits pays européens qui dansent comme les mouches là, à l'OTAN et tout ça. Mais on aurait le problème des fonctionnaires, hein, sans problème. Mais pour faire ça, il y a la France qui est derrière, il y a le FMI, la Banque mondiale de ces Américains. Bref, vous ne pouvez rien faire. Donc pour moi, le Mali, tel que c'est parti, vraiment si ça ne change pas parce que ils ont un système, une méthode, ils tuent. Quand ils tuent, il n'y a que ça qui passe. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. C'est mon frère qui va venir, qui va casser la dynamique. Parce qu'il n'y a que ce chemin-là. Je ne vois pas comment le Mali peut rentrer en arrière et ne pas continuer en essayant d'adopter une monnaie qui est la sienne. Merci à vous, Martin Ongba. Eh bien, Daniel Yango, le Mali est donc allé un peu plus loin que tous les autres pays en ce qui concerne sa quête de souveraineté dans le conflit qui l'oppose à la France. Le Mali est-il devenu le porte-étendard de la libération du continent africain? On peut le voir ainsi. Il a pris le devant de ce qui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une situation contre nature. Et un des panélistes a évoqué les abus, parce que vous savez, dans l'esclavage, comme dans tout, et on dit, hein, quiconque détient le pouvoir a tendance à en abuser. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que quand il en abuse, maintenant ceux qui subissent le pouvoir ont tendance à se révolter. C'est ça qui se passe. Je dis bien, il y a une situation contre nature. Et le Mali, tout le monde n'a pas le même ressenti dans la même situation. Il y en a qui sont à l'aise dans l'esclavage. On avait bien l'esclave des champs avec l'histoire de l'allégorie ou l'histoire de Malcolm X. L'esclave des champs, l'esclave de maison. On a bien vu des gens qui sont à l'aise dans l'esclavage et d'autres qui disent, mais même celui qui se dit à l'aise l'esclave de maison dans l'esclavage, priez Dieu pour que son enfant qu'il met au monde ne soit pas esclave. C'est une situation contre nature. Le Mali a pris peut-être les devants de ce qui est la tendance normale. Et hélas, le président Banakani l'a évoqué, l'Union africaine qui est censée, même pas accompagner, mais faire naître ce sentiment. C'est pour ça qu'on s'unit. L'Union africaine qui est censée être la matrice où se réfléchit ce qui se passe au Mali, freine des 4 fers. On a vu cette Union africaine se taire complètement avec Jean Ping quand il y a eu le programme d'assassinat de Muammar Kadhafi pour des raisons de Fonds monétaire africain.
l'ordre a été donné par Obama et Hillary Clinton à Ban Ki-moon de donner la résolution à Sarkozy. L'Union africaine s'est tue. Et c'est déjà même là, il fallait que pendant longtemps que vous les journalistes, vous posiez des questions sur le rôle réel de cette Union africaine. À quoi exactement? Si on fait le bilan, si on définit ce que c'est que le rôle d'une union, de pays, qu'est-ce que l'union de pays apporte? Exemple de l'Union européenne. Voilà ce qu'elle a apporté à l'Europe. Qu'est-ce que l'Union africaine a apporté à l'Afrique? L'affaire du Mali devrait nous pousser, nous tous, à élaborer une réflexion avec un tableau comme ça. On a vu ce que l'Union américaine a apporté aux États-Unis d'Amérique. On a vu ce que l'Union de la Chine a apporté à la Chine d'aujourd'hui. 1,3 milliard d'habitants, c'est des pays, ce sont des pays à l'intérieur. On a vu ce que l'Union, même quand il y a eu l'adhésion du bloc soviétique, mais il y a eu une union, une fédération de la Russie, avec 17 millions de kilomètres carrés. On a vu ce que ça a apporté en achetant les cerveaux, ce que chacun a fait d'ailleurs. Et on a vu la peur qu'elle suscite chez l'Occident qui dit que il faut mettre fin à l'union de la Russie là. Il faut faire ça au moins même en 20 États. Et on a vu ce que ça a donné. Donc il faut se demander aujourd'hui, l'Union a fait ses preuves ailleurs. L'Union africaine a apporté quoi? L'exemple du Mali. Qu'est-ce que l'Union africaine devait faire dans cette affaire? Elle qui devait la faire naître. Elle n'a pas fait naître, c'était déjà un échec. Elle devait au moins accompagner. Elle ne le fait pas. Elle sanctionne. Sanctionner un pays signifie sanctionner son peuple. Elle sanctionne le peuple du Mali. Voilà ce que l'Union africaine a fait. Parce que quand vous dites de ne plus faire de transactions avec un pays, ça veut dire qu'ils n'ont qu'à mourir là-bas, de faim, de maladie et tout, ne leur vendez plus rien. C'est ça. C'est ça les sanctions, c'est ça l'embargo. C'est le peuple qui subit. Parce que les dirigeants, même si le pays pour n'importe comment, les dirigeants ont toujours les moyens de se faire parvenir ce qu'il leur faut. Donc, vous venez sanctionner un peuple, le pauvre petit malien villageois, qui sanctionne avec 100 francs par jour, c'est lui que vous venez sanctionner, dans l'union de votre continent. Merci à vous, donc, Daniel Yango. On va rapidement sortir. Il y a donc un problème. Le Mali a lancé. Nous menons des réflexions. Il faut encourager et savoir que de toutes les façons, même si le Mali finit par reculer, parce qu'il n'a pas été accompagné, et sous la pression des autres, c'est une situation contre nature. Tôt ou tard, ça va recommencer. Merci à vous, Daniel Yango. Merci à vous, chers messieurs, de nous avoir accompagnés. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci, Président Bandakani. Merci à vous également, Martin Ongba. Merci, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Afrique Média, car nos programmes se poursuivent. Quant à moi, je vous retrouve pour d'autres éditions, toujours sur la télévision panafricaine. Mesdames, Messieurs, bonjour.